Bonsoir à tous et bienvenue. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Dioma TV, bienvenue dans votre émission L'Aparté, ce nouveau numéro de la saison Gamma, l'émission dans laquelle l'invité aborde des questions qu'on ne lui pose pas au quotidien. Ici, on se dit tout sans réserve, évidemment. Ce soir, notre invité est un entrepreneur en Syrie, un expert sur les questions de l'emploi jeune. Il est membre du gouvernement de transition depuis près d'1 an et il est aussi ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Alors, qui est Alpha Bakar Barry? Voici sa biographie avec Marie-Joséphine Guilavogui. C'est en 1980 que naît à Ratoma Alpha Bakar Barry, d'un père militaire et d'une mère enseignante. Ses proches sont loin d'imaginer qu'il fera carrière dans le journalisme. Pourtant, c'est bien en faculté de journalisme qu'il s'inscrit après ses études primaires et secondaires. Là, il passe une partie de ses études supérieures à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, d'où il est diplômé en lettres et journalisme. Puis, il part en Écosse où il obtient son Master 1 de Management d'organisation à l'université de Stirling. Alpha Bakar est aussi titulaire d'un Master en Management de l'université Anglia-Ruskie au Royaume-Uni et d'un Executive Master en Management Technologie et Innovation à l'École Polytechnique de Paris. En 2002, il participe à la rédaction de la Déclaration de Casablanca sur les jeunes et le développement durable adoptée par l'ONU en 2003. Il travaille pendant 6 mois à la radio-télévision guinéenne RTG. En 2007, il rejoint l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en tant que chef de projet en Afrique de l'Ouest, où il a travaillé à la mise en place d'un programme sous-régional d'emploi des jeunes dans le bassin de l'Union du fleuve Mano. En 2010, toujours pour les Nations Unies, il travaille comme spécialiste de l'emploi des jeunes pour mettre en œuvre des programmes de la Commission de consolidation de la paix en Guinée, au Mali et en Côte d'Ivoire. En 2011, Alpha Bakar et d'autres investisseurs nationaux créent Jatrofa, une société de microfinance spécialisée dans l'autonomisation des jeunes et des femmes. En 2013, il lance Jatrofa Hub, le premier incubateur de start-up créé en Guinée. Depuis sa création, Jatrofa Hub a formé plus de 6000 jeunes femmes et hommes à la création, la gestion d'entreprises évoluant dans divers domaines. L'incubateur est maintenant doté d'un grand Fab Lab qui accueille des centaines de jeunes férus de technologie. En 2015, il lance une nouvelle société spécialisée dans les TIC appelée Sinceri Tech et a lancé sa propre tablette appelée Sinceri. Sinceri développe des produits de technologie adaptés à l'Afrique. Depuis 2020, Alpha Bakar Barry siège au conseil d'administration de la société Protonen Accumulator, basée en Autriche qui évolue dans les énergies renouvelables. Il est conférencier TEDx, marié et père de 4 enfants. Le 27 octobre 2021, il est nommé ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans le gouvernement de transition guinéen, département à la tête duquel il ne cesse d'initier plusieurs réformes. Alors bonsoir Monsieur Alpha Bakar Barry, bienvenue dans l'Aparté. Bonsoir, merci beaucoup. Alors Alpha Bakar Barry, vous êtes né à Conakry, d'un père militaire et d'une mère enseignante. Et à votre enfance, il paraît que vous avez voulu suivre les traces de papa. Au départ, oui. Et pourquoi vous avez changé? Je pense pour plusieurs raisons. D'abord, à l'enfance, je ne m'étais pas beaucoup fixé. On a tous envie de ressembler à son père. Moi, je voulais être militaire parce que je le voyais chaque matin s'habiller très très bien et partir au travail. Après, ça s'est vite estompé parce que j'ai compris très vite, puisque je vivais dans une caserne avec lui, que la vie de soldat, ce n'était pas pour moi, quoi. Ensuite, j'ai voulu être député. Ah, ça. Après, j'ai voulu être avocat. Vous voyez, tout ce que j'ai voulu être, c'est loin de ce que je suis devenu. Oui, oui, évidemment, parce que... Alors, on se demande pourquoi vous n'avez pas continué aussi dans le journalisme, étant diplômé de journalisme, de lettres et journalisme, et vous avez même exercé à la radio-télévision guinéenne. C'est vrai. Pourquoi? Alors, ça vient de loin. Hein. Je ne voulais pas vraiment aller à l'université.
Et c'est à la dernière minute que je suis allé faire le concours d'entrée à la fac. Je crois le dernier jour. Et le dernier jour, je n'avais que 2 options. Soit aller en lettres, faire le concours pour aller en lettres et faire le concours pour aller en anglais. J'ai fait le concours dans les 2, j'ai été admis dans les 2. Et je voulais m'ennuyer moins, donc je suis allé en lettres. Et arrivé à la faculté des lettres, j'étais orienté en sociologie, en sciences sociales plutôt. À l'époque, on faisait un DUG de sciences sociales. Et je ne voulais pas faire ça. Donc j'ai échangé avec un de mes copains, Bangoura. À l'époque, c'était possible que tu t'entendes avec un autre étudiant et que vous changiez d'option. Donc je l'ai vu dans la cour et je lui ai demandé est-ce que tu as envie d'aller en sciences sociales? Il dit oui, ça fait très longtemps que je cherche à y aller. Je dis moi, je veux aller en sciences humaines. Et on a échangé. Et les options qui étaient là, dans cette filière et qui m'intéressaient, c'était d'aller en journalisme, en sciences de l'information et de la communication. Mais avant, j'ai dû passer un DUG de littérature philosophie. Ensuite, une licence donc et une maîtrise de journalisme. Et à l'époque, quand vous finissiez d'étudier, vous étiez d'office recommandé dans les ministères, surtout pour ceux qui avaient une bonne moyenne ou qui avaient une belle prestation. J'ai été recommandé au ministère du Plan, où je suis allé faire une seule journée. J'ai compris que ce n'était pas un endroit pour moi. Ensuite, je suis allé à la cellule de stratégie de réduction de la pauvreté, qui était une petite structure qui était liée au ministère de l'économie et des finances. Là aussi, je pense que j'ai fait une semaine. Et après, j'ai rencontré un de mes anciens professeurs avec lequel je m'entendais bien, Yamoussa Sidibé, qui m'a dit, tiens, je te cherchais, j'ai besoin de 5 journalistes urgemment pour pouvoir justement rajeunir le corps des journalistes du journal télévisé. Et je suis retourné aller chercher des gens que vous connaissiez bien, Makale Souma, Mohamed Lamine Solano, Mohamed Lamine Keïta, Ahmed, et puis 2 autres. Il restait un 5e qui s'appelle Fodé Camara, qui est venu nous rejoindre plus tard. Et on est resté au journal. On était des reporters du journal télévisé. Bon, on avait été formés pour ça et on devait s'exercer à cela. On était assez jeunes. C'était passionnant. C'était très intéressant. J'y ai passé 6 mois. Ah là Juste 6 mois. 6 mois. Et pendant 6 mois, j'ai fait du reportage. Je suis allé sur le terrain. J'ai fait des choses, de belles choses qui m'ont beaucoup plu. J'ai voyagé. Je suis allé à l'intérieur du pays. J'ai couvert des sujets assez intéressants qui m'ont à la fois forgé dans ma connaissance de la Guinée, mais aussi dans ma connaissance de l'administration publique, puisque avec mon cadreur, donc mon caméraman, j'avais une autre vue des fonctionnaires guinéens. Et pourquoi vous n'avez pas continué dans le journalisme? À l'époque et jusqu'à présent, d'ailleurs, je peux le dire, le journalisme, ça ne nourrit pas bien son homme. J'avais des ambitions, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup transformer ce que je faisais. Mais il faut dire qu'à l'université, déjà, j'avais fondé le 2e organe de presse de l'université, qui s'appelait Rarandi, et qui est venu faire la concurrence à La Voix de l'étudiant, qui était, depuis plusieurs dizaines d'années, le journal, le quotidien de l'université. Et on est venu avec des copains. Il y en a qui sont à la BBC maintenant, il y en a qui sont ailleurs. On a fondé un 2e organe qui s'appelait Rarandi et qui a fait une belle concurrence à La Voix de l'étudiant. Et Rarandi, ça existe encore? Non, je ne pense pas. Non, je pense que ça s'est arrêté. Et je pense même que La Voix de l'étudiant aussi s'est arrêtée. Après, j'ai dû partir, faire autre chose, découvrir d'autres choses, faire d'autres études. Et en parlant d'études, vous êtes parti au Maroc, en France, au Canada, vous avez j'ai bourlingué. Je suis allé, j'ai fait plusieurs pays, suivre plusieurs formations. Oui, ça s'est terminé très récemment par la France, où j'ai pris un dernier diplôme à l'École polytechnique de Paris. Et pourquoi cette soif de toujours apprendre? Je m'ennuie vite. D'accord. Et j'ai toujours envie de nouveaux défis. Et à chaque fois, je trouve quelque chose à faire, de nouvelles choses à faire, et j'y vais. Pour la plupart de ce que j'ai fait, c'était des défis que j'avais envie de relever, c'était par curiosité, j'avais envie d'y aller, de changer les choses.
Oui, c'est ce que j'ai fait. Et moi, quand j'ai rencontré vos proches, chacun m'a dit que votre père est votre modèle, qu'il a toujours été votre modèle. Alors, quels sont vos liens actuellement? Très, très, on est... alors, il m'a toujours challengé, il m'a toujours défié. Et c'est sa façon à lui, et c'est une méthode assez reconnue, de me pousser à ma performance, à me performer, et à aller toujours chercher le meilleur de moi-même. Et cette relation-là, nous la gardons. Nous échangeons, nous discutons, et jusqu'à présent, il m'appelle pour me corriger sur certaines choses et dire son opinion sur d'autres choses. Et quel a été le moment qui vous a plus bouleversé, lui et puis vous? Est-ce qu'il y a eu des moments qui vous a beaucoup bouleversé? Oui, absolument. Il faut dire que j'ai grandi avec une image de mon père fort, résilient, absolument heureux, épanoui dans ce qu'il faisait. C'est quelqu'un d'assez passionné aussi de son métier. Il a été aviateur, il a été administrateur, il a été beaucoup de choses. Et puis, dans les péripéties de la vie, il s'est retrouvé tout d'un coup en détention. Et moi, j'étais encore fonctionnaire aux Nations Unies. Et donc, j'ai dû m'arrêter et revenir pour m'occuper de la logistique. Alors, nous, on est une famille, une toute petite famille de 5 personnes au total. Nous sommes 3 enfants et nos 2 parents. Donc, très rapidement, on s'organise pour quand on a des défis de ce type-là. D'accord. Et alors, quel est votre souvenir d'enfance qui vous a plus marqué dans votre vie? Souvenir d'enfance, Oui. Alors. On replonge dans le passé. J'ai une enfance assez mouvementée. Hein. Je n'étais pas le garçon le plus calme de l'école. Hein. Ça n'étonne pas. C'est dur à dire parce que mes souvenirs d'enfance sont des souvenirs assez heureux sur toute sa durée. Je me souviens qu'on partait, et j'aimais bien ça, je suivais mes copains et on partait à la plage de Taouya. Vous avez vu la plage de Taouya là? Et on y partait souvent. Et je me souviens qu'un jour, mes copains, ils étaient sur une pirogue et elle a commencé à chavirer, donc ils sont allés très loin. Je me souviens de la panique qu'il y avait ce jour-là à les récupérer. Et je me marrais parce que moi, je ne savais pas nager. Donc, du coup, je ne m'aventurais pas trop dans la mer. Ouais, c'était assez marrant. C'était assez marrant. Et alors, pour un enfant militaire, d'enseignante, pourquoi vous aimez beaucoup la terre, l'agriculture, l'élevage, tout ce qui est lié J'ai toujours élevé au niveau... Je suis un citadin. Et donc, du coup, l'agriculture, c'est une découverte, c'est assez exotique pour moi. Donc, ça, c'est le premier intérêt que vous pouvez logiquement entrevoir. Je me souviens que mon père, quand il revenait d'Europe, il nous ramenait des pots vides. Et moi, je plantais beaucoup de choses et ça marchait et ça poussait. J'ai grandi en élevant des chiens, par exemple. J'aime beaucoup les chiens. Okay. J'ai toujours des chiens autour de moi. J'élève toujours des chiens. Pour moi, l'agriculture, c'est l'expression de défi, de changer. Quand on a envie de changer quelque chose, vous avez vu une terre en friche, vous la transformez en quelque chose de rentable qui vous ramène de l'argent. Il y a cela. Et puis, l'amour des animaux. Je suis connecté à la nature. Donc, vous en faites votre passion, quoi. C'est une grosse passion dans laquelle j'ai beaucoup investi les 15 dernières années. D'accord. Je ne fais que ça, presque. Et j'aime beaucoup. Alors, M. Alpha Bakar Barry, en 2011, alors que vous étiez spécialiste de l'emploi des jeunes pour mettre en œuvre des programmes de la Commission de consolidation de la paix en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire, en fait, vous étiez fonctionnaire aux Nations Unies. Alors, pourquoi tout claquer et rentrer en Guinée pour créer votre entreprise Jatropha Hub? C'était d'abord Jatropha. C'est devenu un hub plus tard. J'avais plus envie de... D'abord, le travail que je faisais avait été assez exaltant, mais il y avait aussi des défis et puis des frustrations. Les frustrations, c'est quand vous ne pouvez pas aller au-delà du mandat qui vous est donné ou de la tâche qui vous est assignée. Et je suis de nature assez curieux et je n'aime pas me contenter du peu qu'on me demande. Il y avait cela, il y avait aussi la nécessité, la volonté pour moi de rentrer, de retourner ici, de rester ici. Des rencontres, j'ai rencontré ma femme entre-temps, que j'ai voulu épouser. J'ai rencontré une dame qui m'a beaucoup marqué dans mon esprit d'entrepreneuriat.
et qui a d'ailleurs trouvé le nom Jatropha. C'est pas le mien, ça vient pas de moi. D'accord. Avec laquelle j'ai parlé affaires et on s'est associé très rapidement. On a fondé une entreprise de microfinance qui s'appelle Jatropha et c'est ce qui a évolué sur plusieurs autres structures qui tournent autour. J'ai aimé le challenge, j'ai aimé faire de l'emploi, créer de l'emploi, transformer les choses, etc. C'était passionnant et je suis resté Et là-dedans. est-ce que vous avez regretté votre choix? Je ne pense pas, non, pas du tout. À chaque fois que j'ai pris une décision, elle a été mûrement réfléchie et à chaque fois que je me suis engagé, j'ai assumé jusqu'au bout. C'était dur, hein, c'était extrêmement difficile. On a connu des moments très durs en faisant cela, mais je pense que ça valait la peine d'être vécu. Et en parlant de difficultés, quelles étaient ces difficultés? La difficulté financière, d'abord, quand vous sortez d'un travail où vous étiez assez bien payé quand même, et puis vous revenez ici et vous vous mettez à vous débrouiller pour avoir du carburant et aller en ville. Vous avez des difficultés avec de la logistique comme la voiture, payer votre loyer, il faut rationaliser tout ce que vous avez, vos ressources diminuent comme ça, comme peau de chagrin. Et vous êtes aussi dans un pays où forcément les choses ne marchent pas comme vous souhaitez. Je pense que oui, c'était assez compliqué, c'était assez difficile. Et ça n'a pas choqué vos proches quand vous avez raccroché? Ah, si. Il y a beaucoup d'amis, même les parents qui pensent qu'il y a un petit karmoko derrière ça, ou il y a quelque chose derrière ça. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savaient que c'était quelque chose que j'avais envie de faire, je n'avais pas envie de changer. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'en aidant les jeunes à travers votre incubateur de start-up, est-ce que vous vous êtes dit qu'un jour, vous seriez un poste ministériel qui s'occupe par exemple de l'enseignement supérieur ou où vous aidez beaucoup de jeunes à choisir leur avenir? Non, j'ai jamais pensé que je serais ministre de l'enseignement quand même, il faut dire la vérité. Mais quand j'ai commencé l'entreprise et que ça a commencé à marcher, j'ai retravaillé, en fait, j'ai remis... Jatropha Hub, c'est le résultat d'un premier travail que j'avais développé quand j'étais encore en Angleterre et je travaillais pour une ONG qui s'appelait PCI. Et on a développé ensemble des concepts d'incubateurs pour l'Afrique. On a commencé par l'Inde, ensuite on est venu au Kenya et après on a développé un autre programme avec des fonds norvégiens sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc c'était Kenema en Sierra Leone, c'était Painesville au Libéria, c'était Conakry, et puis on devait se déployer aussi en Côte d'Ivoire. Et après, quand Ebola est venu, on a dû changer complètement, se réinventer, changer de mode opératoire. Le plaisir pour moi, comme vous l'avez dit, pour répondre à votre question, c'est de voir des jeunes aussi vivre pleinement leur passion. Si j'avais un incubateur, si un incubateur m'avait aidé, peut-être que je serais allé vite, beaucoup plus vite, et c'est ça que j'ai voulu mettre à la disposition des jeunes en mettant en place Jatropha Hub. Jatropha Hub, c'est une longue expérience dans laquelle je pense et je suis persuadé qu'on peut apporter beaucoup plus que l'argent à un jeune qui veut se développer. Et que le jeune n'a pas forcément tout de suite besoin d'argent, mais il a d'abord besoin d'information, ensuite de formation et puis après de financement. Est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes que vous avez formés, il y en a qui ont pu bénéficier de ces formations, c'est-à-dire il y en a qui ont pu faire quelque chose après? Ah oui. C'est une grande fierté pour moi quand je me promène dans la ville de Conakry de rencontrer des jeunes qui disent c'est à cause de vous. Des jeunes dames aussi qui disent c'est à cause de vous que nous sommes lancés. Beaucoup, oui, énormément. C'est une grande fierté, c'est beaucoup de satisfaction. Et peut-être vous pouvez parler un peu de Jatropha. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? On a commencé par la microfinance, l'institution de microfinance. On a commencé par mettre ensemble 2 conteneurs de 20 pieds qu'on avait, puisqu'on n'avait pas les moyens d'aller faire une agence normale. On a découpé, on l'a aménagé. On en a fait notre première agence à l'université de Sonfonia et c'est devenu, après, ça a grandi petit à petit. Ensuite, on a collé à cela l'incubateur. Et puis, une autre entreprise qui fait dans l'agriculture et le tourisme. Ensuite, une autre entreprise qui fait dans la technologie, donc tout ce qui est hardware, construction, réparation et de téléphones, de tablettes ou d'ordinateurs. Après, investir ailleurs, avec des amis, des start-upers, on a fait une entreprise dans
dans la mutualisation des solutions d'énergie, le dernier Miles. Et puis j'ai investi dans une autre entreprise en Autriche qui fait dans la batterie, ce qu'on appelle le GEL, le GEL. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez dit qu'au fond, vous n'avez jamais imaginé que vous seriez un jour ministre. Et le jour où on vous a nommé, comment vous vous êtes senti? Bizarre. Parce que ça a changé fondamentalement rien. Le bouleversement a commencé après. Ce n'était pas un gros bouleversement d'ailleurs parce qu'on a très vite maîtrisé cela. Mais bizarre. Mais après, je suis m'adapter rapidement. Très rapidement en plus. Et depuis que vous êtes à ce poste au niveau du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, quelles sont les réformes que vous avez faites au niveau de ce ministère qui était l'un des ministères les plus oubliés, il faut vraiment le dire. Je crois que la plus grande réussite, c'est aujourd'hui que tout le monde en parle dans la cité, que tout le monde dise l'enseignement technique, c'est la solution. C'est pour moi l'un des plus gros résultats que je peux traîner avec moi. On s'est attaqué à plusieurs chantiers en même temps, le développement du capital humain, les infrastructures, les équipements, la digitalisation. Oui. Et maintenant, on est en train de travailler pour mobiliser beaucoup plus de ressources des PTF pour pouvoir investir sur des projets spécifiques que nous avons. Bref, avec l'équipe formidable que j'ai dans ce ministère, on est en train de pousser. Avec la méthodologie et les méthodes du privé qu'on est en train d'adapter dans le public, gestion de performance, traçabilité, transparence, gouvernance, etc., etc. On y arrive. Et aujourd'hui, vous personnellement, quels sont vos liens avec vos collaborateurs? Je suis un manager, je ne suis pas dans le micromanagement, je donne beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie à mes collaborateurs. Je crois que je ne suis pas dans l'injonction, mais plutôt dans l'enseignement et dans ouvrir des voies et montrer comment on peut avancer rapidement. Je suis plutôt agréable comme collègue, je pense. Et pour vous, vous êtes un leader ou un chef? Les deux. Quand il faut être un chef, je suis un chef. Quand il faut un leader, je crois la plupart du temps, je suis un leader. Mais il y a des moments où il faut être le chef. Parce que vous apprenez, vous aimez pousser les gens à apprendre, à sortir. Exactement. Exactement. Donc voilà, donc nous, dans cette émission, vos collaborateurs ont voulu être là, ils ont voulu participer à leur façon. Donc ils vous ont laissé quelques petits messages. J'espère qu'il n'y aura pas des sanctions derrière. Hein. Je suis de cabinet au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est une expérience incroyable pour moi de travailler avec un patron dont les compétences et les talents sont remarquables. J'apprends quelque chose de nouveau de lui chaque jour. Merci Ebibi de me montrer comment un bon leader doit mener. Merci de me montrer comment doit se comporter un manager. Dire merci n'est pas assez pour exprimer à quel point je suis reconnaissante pour votre soutien. Merci d'être un boss incroyable et de faciliter mon travail au quotidien. En plus d'être mon patron, vous êtes comme un grand frère pour moi, comme un papa. Je suis fière de travailler à vos côtés, d'apprendre chaque jour à vos côtés. Et j'espère que demain, vous serez fiers de moi aussi, car je rêve de faire comme vous, ou mieux que vous, on ne sait jamais. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous m'apportez. Merci. Nous avons eu à faire beaucoup de choses ensemble, dans le cadre toujours de la promotion de la citoyenneté, dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat. On a toujours eu à partager des espaces d'échange et à côté de ça aussi, c'est vraiment des relations fraternelles et amicales, de complicité. Et on s'est toujours soutenu chacun dans ses activités. C'était un grand privilège de travailler avec M. Alpha Bakar à Paris, affectueusement appelé Ebibi. J'avoue qu'on se côtoyait virtuellement, on n'a jamais eu la chance de travailler ensemble, mais depuis le mois de novembre dernier, disons 2021, nous travaillons ensemble au sein du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, celle
de renverser la tendance, donner espoir à cette jeunesse guinéenne qui a tant soif d'apprendre pour servir le pays et participer au développement socio-économique du pays. Que dire de M. Alpha-Bakar Barry, mon ministre? Notre premier contact s'est fait très rapidement via un partenariat que je sollicitais auprès de lui. Il a été très accueillant, très réceptif, et de là est parti tout d'un seul coup avec une confiance mutuelle. Nous nous retrouvons aujourd'hui au sein du même ministère. Monsieur Alpha-Bakar Barry est un homme que je trouve hyper dynamique. Je crois que s'il m'avait été demandé d'être avec quelqu'un au gouvernement en tant que collaborateur, si on m'avait demandé de choisir vraiment, c'est que j'aurais choisi d'être avec lui parce que c'est lui que je connais le mieux et c'est avec lui que j'ai eu à travailler et c'est de lui dont je peux apprécier les compétences et le hasard a fait qu'on s'est réunis aussi. C'est un plaisir pour moi de travailler avec lui. C'est quelqu'un de respectueux, de courtois. Monsieur rigoureux, un intellectuel hors pair, avec une capacité managériale qui démontre que le secteur privé a beaucoup apporté à l'administration publique guinéenne. C'est un réel plaisir de travailler avec ce jeune pétri de talent, drôle, gentil, généreux. Et je souhaite seulement qu'Allah lui accorde longue vie et une très bonne santé. Il essaie de satisfaire tout le monde, d'ailleurs. Et moi, je le définis en un mot, smart. Je le trouve très smart. Il va rigoler quand même, mais oui, chaque mot a son pesant d'or. Donc, je le conseillerais d'être courageux, de garder sa ligne éditoriale, donc sa ligne de conduite, de mettre chaque personne à sa place comme il le fait au quotidien. Chacun se retrouve responsable et comme il aime le dire, il n'est pas là pour materner les gens. Donc, partez un jour, partez toujours. Ça continue. Merci. Donc c'était... Fallait demander aussi au comment il s'appelle, au planton. Donc, peut-être le deuxième numéro de l'Aparté, peut-être votre deuxième invitation. Alors, comme vous l'avez constaté, nous sommes avec M. Alpha-Bakar Barry. Il est le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. À présent, nous allons ouvrir notre petite rubrique « J'avoue tout ». Retour donc sur ce plateau et bienvenue si c'est maintenant que vous nous captez sur Dioma TV, canal 244. Et nous sommes avec le ministre, M. Alpha-Bakar Barry, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. À présent, M. Alpha-Bakar Barry, vous allez rapprocher légèrement cette boîte. Vous allez mélanger les questions, si vous voulez ouvrir, mélanger les questions. C'est par là, voilà. Vous pouvez mélanger, vous faites comme vous voulez et vous piochez. Pour éviter les pièges. Hein? Les questions les plus difficiles en surface. Et puis, vous piochez 5 questions que vous allez lire et répondre. On lit à haute voix pour plus de transparence. Mais je peux changer les intitulés dans ma tête. Vous préférez du thé ou du café? Hein? Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un caféinomane hors pair. Je bois beaucoup de café. OK. Je le bois dans toutes ses formes d'ailleurs. D'accord. Et j'ai été initié au café par ma mère. C'était une amoureuse du café. C'est une amoureuse du café qui boit beaucoup de café. Là, on va avec la deuxième question. C'était une question gentille. Hein? On verra si tout sera gentil. Alors, quel livre vous a le plus marqué? Ah, je voulais tellement que vous tombiez sur cette question. Zadig de Voltaire. D'accord. Et pourquoi? Il est à la fois poignant. C'est un livre qui parle de l'expérience humaine. D'accord. Et j'aime beaucoup Voltaire aussi.
Ok. J'ai fait mes armes et j'ai appris le français en lisant ces livres. D'accord. Deuxième Alors, question. On est à 2. Oui. Troisième question. Oui, troisième. J'espère que ce sera Ne sous-estimez pas mes capacités. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment? Je crois que mon travail de tous les jours. Ok. Ce qui m'inspire en ce moment, c'est la forte demande qu'il y a dans mon secteur et surtout lire les attentes, les nombreuses attentes des uns et des autres. D'accord. Troisième. Quatrième. Je pense qu'avec vous, je devais faire 10 questions. Avez-vous une devise? Oui, carpe diem. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est entendu. Ça, c'est appris par cœur. Cinquième question, à présent. C'est la dernière. Ouais, on peut faire 10. Hein. Quel est le défaut que vous supportez le moins? Tout d'abord chez vous. Quel est le défaut de chez moi que je supporte le moins? Et aussi chez les autres. Alors chez moi, la procrastination. Ok. Je rejette tout. Je ne suis pas très organisé. Donc je fais toujours tout à la dernière minute. D'accord. Chez les autres, c'est l'arrogance. Ah, vous n'aimez pas les personnes Non, pas du tout. Pas du tout. C'est noté. Alors, M. Barry, merci d'avoir répondu à... Voilà, la petite boîte, ferme-toi et voilà, reste gentil. On continue à 10? Non. C'est bon. Alors, M. Barry, nous allons aborder des questions un peu plus intimes cette fois-ci. D'accord. Le 12 septembre prochain, vous auriez 12 ans de mariage donc, et 22 ans de relation. Comment vous avez fait? 12 ans, ce n'est pas 12 jours. Hein? Non, vous demandez à ma femme comment elle a fait pour supporter quelqu'un comme moi. 22 ans de sa vie. Je crois qu'on a été beaucoup plus amis. Ok. On est des amis, des partenaires. Elle me connaît, elle connaît mon environnement, elle connaît comment je fonctionne. Je pense que je la connais aussi. J'ai vu, elle était toute petite. Oui. Beaucoup plus d'amitié qu'autre chose. Et parlez-nous de votre femme, parce que ça arrive très rarement que les hommes parlent de leur épouse. Oui, parce que c'est le petit secret ou la petite chose merveilleuse qu'on garde, qu'on a envie de garder pour soi seul. Alors, mon épouse est beaucoup plus organisée, beaucoup mieux. C'est mon contraire, en fait. Elle est beaucoup plus organisée. Les contraires s'attirent. C'est ça. Beaucoup plus organisée, avec beaucoup plus sévère et stricte avec les enfants. Moi, je suis papa poule. Je dis oui à tout aux enfants. Très intelligente, très intelligente. Et beaucoup plus sociale, donc beaucoup plus ouverte aux autres que moi, qui suis assez timide, je dirais. Et est-ce qu'elle a vraiment contribué à votre ascension? C'est mon backup. C'est elle qui garde, c'est elle qui a la défense. Quand je prends des risques ou quand je fais mes folies, c'est elle qui est derrière pour me dire, faut peut-être pas faire ça, faut peut-être faire ceci, c'est beaucoup plus prudent. C'est Madame Prudence. Donc c'est un peu le couple derrière un grand homme. Absolument. J'aurais pas pu faire tout ceci si elle n'était pas là. Si elle n'était pas là. Absolument. Alors vous êtes un mari romantique ou celui qui pense qu'aimer trop est une faiblesse? Ça dépend. Ça dépend. On utilise beaucoup plus le romantisme maintenant pour obtenir des faveurs spécifiques. Et je pense qu'on se connaît assez. Donc, il y a des formules. Il y a des formules quand je viens à la maison et que je dise à ma femme, mon amour, l'amour de ma vie, elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Et c'est la même chose chez elle. Quand elle m'appelle comme ça, elle dit, bonjour l'amour de ma vie, je réponds combien? Combien? How much? Parce qu'il y a l'arnaque derrière. C'est ça. Bon. Donc ça, c'est pour vous dire que ça dépend. Mais c'est 12 ans, 22 ans ensemble et 12 ans de mariage, c'est déjà du romantisme, à mon avis. Oui. C'est quand même pas 22 jours, comme je le dis. C'est ça. Alors, j'ai une autre question. Comment votre femme arrive donc à gérer toutes ces jeunes filles qui crachent sur vous sur les réseaux sociaux en disant l'homme le plus sexy du gouvernement? Bon, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Moi, je lis ça sur les réseaux sociaux. Comment il arrive à gérer tout ça?
Je pense qu'elle est habituée parce que c'est pas la première fois. D'accord. Et ça date d'il y a très longtemps. Elle le gère assez bien. Bon, c'est quelqu'un de très, très jaloux. Ah. Mais bon, je pense qu'elle a intégré le fait aussi que quand on est marié à quelqu'un de public, ça, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Donc, elle a une petite collection de ces messages-là. Ça va, ça se passe bien. J'imagine l'arnaque qui suit derrière. Voilà, exactement. Pas été croche, là. C'est ça. Je sais, c'est le slogan des femmes. Ça. Et juste après, c'est demander combien. Alors, M. Barry, vous êtes père de 4 enfants. Est-ce que vos fonctions de ministre vous empêchent de jouer pleinement votre rôle de père? Non, mon rôle de père, non. Mais ça m'empêche d'être très, très proche de mes enfants. On a l'habitude d'être très proches. OK. Ces derniers mois ont été assez durs parce qu'on était assez éloignés. Mais ça se règle parce qu'ils sont là, ils sont arrivés. D'accord. Et on passe beaucoup plus de temps ensemble. J'essaie de faire de mon mieux pour on se développe, on remette ensemble nos activités d'avant. Mon rôle de père, mes responsabilités de père, je les assume à tout moment, à tout endroit, quel que soit la circonstance. Vous êtes ministre quel horaire? Très tôt, aller très tôt au travail, rentrer très tôt à la maison? Très tôt. Je suis du matin. Et pour moi, tout ce qu'on n'a pas pu faire entre 7h et 18h, c'est difficile de le faire entre 18h et 0h. Donc, vous rentrez retrouver la famille tranquillement. C'est ça. Et avant de terminer cette émission, déjà, moi, j'ai une série de photos que vous allez regarder, défiler et nous dire où ces photos ont été prises. Ce sont des anciennes photos. Je suis partie dans les archives. J'ai vu la secrétaire, la secrétaire particulière du patron. Et je lui ai dit que j'étais venu voir le patron. Elle m'a dit, vous pouvez patienter parce qu'il y a un expert des Nations Unies qui doit d'abord venir le voir. Il est en route. Je fais, peut-être que c'est moi. Et juste après ça, je suis allé à la plage. Vous s'attendait à un monsieur costard, cravaté. C'était en quelle année? 2007, je crois. 2007. D'accord. Et je suis allé à la plage relaxer juste après. Et j'aimais beaucoup cette plage parce que c'était à distance de marche de ma résidence. D'accord. Vous pouvez défiler. Et j'avais fait un petit accident à moto parce que j'aimais bien les motos, ce qui fait que le pantalon il est un peu déchiré. Pourquoi elle était choquée? Non, j'ai fait l'accident après. Ok, vous pouvez défiler. Ça, c'est en Écosse. Ça, c'est lors d'une manifestation pour la société civile. Ça, c'était à Stirling. Et vous pouvez donner les années aussi. Je crois que c'était ça. Ça devait être en 2005. D'accord. C'était en 2005. Et ça, c'était la cabane. C'est un caravane. Donc, c'est un caravane qui était à l'intérieur de là où j'habitais. Et j'aimais bien aller faire la fête avec des amis. On l'appelait notre van. J'ai eu plein de potes aussi, des collègues et tout ça qui venaient. Ça, c'était une de ces soirées. Ceci, c'est à Songhai. Ça, c'est au Bénin. Ça, c'est à Porto Novo. D'accord. À Porto Novo, ils ont développé un intéressant programme qui s'appelle le Centre Songhai. C'est le premier centre intégré africain dans le domaine de l'agriculture. Et je suis resté expert de ce centre pendant 6 mois où j'apportais le développement du secteur tertiaire au compte de l'ONUDI toujours. D'accord. Et d'ailleurs, Diane, mon épouse, m'avait rejoint là parce qu'elle faisait des études à Accra. Elle est venue me rejoindre cette année-là, là-bas, pour qu'on a passé de bons moments ensemble. Alors. Là encore, j'étais à l'ONUDI, c'est à Conakry. Je pense que c'est le restaurant Les Folies, derrière Mouna. Ah oui, je vois. Et vous voyez, j'étais encore aussi fou, parce que j'avais 2 mois. Ça, c'est en Turquie. Ça, c'est à l'université technique de Yildiz. Okay. Ça, c'est à Galatasaray. C'est dans Istanbul. J'animais, je crois, un atelier sur les performances ou la gestion axée sur le résultat, quelque chose comme ça, à l'attention de conférenciers. Là, c'est le jour de mon mariage. Okay. Ça, c'est à Sangoya. Ce jour-là, les Peuls et les Malinqués étaient en train de se jeter des cailloux à Bambeto et à Sangoya, etc. On est passé sous ça pour aller se marier. C'était entre les 2 tours des élections. Oula. On est allé, on s'est marié, on est reparti. Ouais, c'était une famille de Sigiring, donc le vrai Mandeng, et une famille de Fugumba, le vrai Fouta. Pendant les tensions électorales. Oui, comme pour dire à quel point ce qui nous lie dans ce pays
Et là, c'est mon beau-père, un homme remarquable, qui m'a apporté beaucoup d'affection. D'accord. Beaucoup d'affection. Ça, c'est aux États-Unis. Ça, c'est à Salt Lake City. C'est la ville des Mormons. OK. C'était un programme américain pour lequel j'ai participé, le IVLP. On est parti là à la ville des Mormons que j'ai adoré. D'accord. Santa Fe. Ah, c'est toujours la fête. C'est la ville de Santa Fe. Vous savez que Los Alamos, c'est pas loin de Santa Fe. Okay. Santa Fe, c'est la ville de l'amour. Donc, je suis allé un moment. Cette photo vient d'un magasin de sombreros. C'est toujours Freetown, c'est toujours Lumley. Freetown, c'était la même histoire. Oui, c'est toujours Lumley. Ça, c'est Karlsruhe, ça, c'est en Allemagne. Ça, c'est la ville où il y a Vous êtes méconnaissable sur C'est ça, ces exactement. J'étais assez jeune. C'était assez jeune. Vous étiez étudiant à l'époque? C'est ça. Et c'était en quelle année? Ça devait être en 2003. D'accord. 2003, je crois, ou 2004, j'ai oublié. Et ce collègue-là, celui-là, c'est un ami. Il travaille maintenant, il est directeur exécutif d'une grosse agence, d'une autre ONG qui siège à l'ECOSOC. Il a longtemps travaillé au Kenya, mais il est brésilien, il est retourné au Brésil. Il occupe de grandes fonctions là-bas en ce moment dans la société civile. D'accord. Et vous gardez contact? Oui, toujours. Ça, c'est au Sri Lanka. Ça, c'est Colombo. J'avais mené une délégation à l'époque lors d'une des conférences là-bas. Si vous avez remarqué, la dame Touré qui est là était députée à l'Assemblée nationale. Elle était à l'époque conseillère juridique au ministère de la Jeunesse. D'accord. Forécaria. Alors, je partais, comme j'étais basé à Freetown, je conduisais pour aller à Freetown. Et j'avais refait une autre base ici à Conakry. Et ça, c'était sur le pont à la rentrée de Forécaria. D'accord. London. Apparemment, vous avez fait le tour du monde. Gao, en poste à Gao, ça, il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était en 2015. D'accord. Je suis allé travailler sur une mission de consolidation de la paix. Le relèvement économique de la région de Gao, Mopti, Kidal et Bambara Maoudé. C'est dans le nord du Mali. Oui, toujours, Nations Unies. D'accord. Toujours. Oui, ceci c'est à Tombouctou. Vous êtes un nomade. Un nomade et beaucoup de... Et oui, j'adore ça. Oui. J'ai passé l'essentiel de mon temps, quand j'avais un peu d'argent, à acheter des espèces comme ça et les ramener. Si vous partez à ma ferme, vous trouverez beaucoup de chèvres et de moutons de ce type-là. Là, c'est à Forécaria. J'étais sorti avec un de mes amis pour faire de la chasse. De la chasse, en plus. Oui. Oui. Merci. Donc, c'était quelques photos que nous sommes allés chercher. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, dites-nous, après le poste ministériel, qu'est-ce que vous comptiez faire? Ça dépend. J'aime beaucoup enseigner. Ce qu'on n'a pas dit, ce que vous n'avez pas trouvé dans vos recherches, c'est que j'ai enseigné 10 ans à l'université. D'accord. Peut-être retourner enseigner ou faire de nouvelles études. Je suis très tenté par faire un nouveau diplôme. Encore? Écrire un livre. Oui. Développer mes activités d'agriculture. Voilà, entre autres. Et consacrer beaucoup de temps, c'est ça, à la recherche, aux études. Donc, les études, vous ne comptez jamais vous arrêter? Non, on ne peut pas s'arrêter d'étudier. Ouais. On ne peut pas. Il faut toujours être à niveau. C'est ça. Et voilà, donc c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Alpha Bakar Barry, d'avoir accepté notre invitation et surtout de venir sur notre plateau. On espère vous voir très bientôt dans de très bonnes conditions. Surtout dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, et mes téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique, à la réalisation qui m'a accompagnée durant la préparation de cette émission. Merci à vous encore. Si vous voulez suivre cette émission en podcast, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Vous tapez juste l'aparté Joma TV ou vous allez sur Facebook où vous retrouverez les moments forts de ce numéro en tapant l'aparté-Joma TV. Merci encore. On espère vous retrouver très bientôt dans de très bonnes conditions. Au revoir.